Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue toujours. Vous êtes sur Zen TV, c'était une journée spéciale consacrée au Gabon, cette crise gabonaise qui préoccupe pas seulement les Gabonais, mais aussi tous les Africains aujourd'hui, notamment ceux qui sont de la région centrale de ce continent, qui aujourd'hui sont confrontés au problème de l'alternance. Vous avez donc sur les plateaux des gens que vous avez déjà vus. Bellarmine Moutinga, rebonjour, vous étiez déjà là tout à l'heure sur le plateau précédent. Bonjour. Nadia Orego, rebonjour. Bonjour. Je vous rappelle donc, Bellarmine Moutinga, que vous êtes poète et écrivain. Nadia Orego, vous êtes directrice en fait des éditions La Doxa. Guy Mafimba, bonjour. Bonjour, merci Donc, de Guy l'invitation. Mafimba du Congo-Brazzaville, vous êtes aujourd'hui représentant donc, du candidat au Kombi Salissa, qui a aussi du mail en partir avec le gouverneur de Brazzaville. Exact. Voilà. Et à l'extrême droite, donc, monsieur Andrea Gombe. Andrea, bonjour. Bonjour. Alors, ceux qui ne vous connaissent pas doivent exactement se rappeler des hashtags que vous avez créés. Donc, c'est Ça Suffit. Si vous êtes aujourd'hui le coordonnateur du collectif Ça Suffit. Exact. Voilà, donc, mesdames et messieurs, ces hommes qui vont nous aider, et surtout avec cette femme, qui vont nous aider à comprendre aujourd'hui les liens, parce qu'il faut quand même le dire qu'aujourd'hui, il y a des liens incestueux, et même matrimoniaux, entre Brazzaville et Libreville. Aujourd'hui, on lit quasiment comme dans un... je dirais dans une boule de cristal, en fait, ce qui se passe à Brazzaville, ce qui s'est passé à Brazzaville, ben, c'est ce qu'on est en train de revoir du côté de Libreville. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Ali Bongo étant le petit-fils de Denis Sassou Nguesso, lui-même ayant fait des élections contestées aujourd'hui, qui a fait rentrer son pays dans une crise post-électorale. Et on se rappelle aussi qu'Ali Bongo fut l'un des rares présidents qui a fait le déplacement de Brazzaville pour aller féliciter son grand-père. Et on se rend aussi compte que désormais du côté de Brazzaville, du Libreville, pardon, mais ben, les choses sont devenues compliquées, les mêmes causes donnant les mêmes effets, et finalement on se rend compte que les résultats sont les mêmes. Alors, messieurs, rapidement, Guy Mafimba, on voit quand même, vous qui avez été au cœur de ce qui s'est passé à Brazzaville lors des élections, bien avant les élections, de la campagne référendaire, quels sont les éléments qui font en sorte qu'aujourd'hui on se dise, mais tiens, Libreville est en train de reproduire ce qui s'est passé à Brazzaville? Bon, merci déjà pour l'invitation. Je dirais deux choses ou trois choses simples. Vous savez, j'étais au Parlement européen dernièrement et j'avais exposé sur une thématique, Monsieur Sassou Nguesso, le facteur d'instabilité de la sous-région. Tout simplement pour dire ceci, en fait, Sassou Nguesso a repris le rôle que jouait Bongo Père dans la sous-région. Pour l'histoire, il faudrait que les plus jeunes comprennent que au sortir de l'indépendance, M. Focard et M. De Gaulle ont mis en place ce qu'on appelle la France-Afrique. Et au niveau de l'Afrique centrale, Bongo Père était un peu celui qui régulait ce système entre guillemets mafieux qui se reposait au niveau de la France, de l'Élysée, de l'armée et de Elf. Et au niveau de l'Afrique centrale, il y avait Bongo et un peu en retrait Sassou Nguesso. En Afrique de l'Ouest, c'était Yadema. Donc Bongo parti, M. Sassou Nguesso est resté. M. Sassou Nguesso, pour le rappeler aussi, c'est celui-là qui est revenu par un coup de force, aidé par Omar Bongo à l'époque. Et comme M. Bongo est parti, nous sommes aujourd'hui à l'ère des alternances démocratiques. Et comme il faut pérenniser le système France-Afrique, M. Sassou Nguesso a ouvert la voie. Pour les similitudes, ouvrir la voie, c'était quoi? C'était de créer les conditions d'une vraie fausse élection, comme on l'a fait au Congo-Brazzaville. Mais les deux régimes ont oublié deux dimensions. La première dimension, c'est que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et la deuxième dimension, les acteurs en face ne sont plus les mêmes. C'est une nouvelle génération. Tant au niveau de la diaspora qu'au niveau intérieur, une nouvelle génération qui pense que trop c'est trop. Que des systèmes qui sont là depuis pratiquement plus de 50 ans, qui vivent de rentes pétrolières, qui ont quasiment rendu dans une situation de misère leur peuple, ne pouvaient plus perdurer. Et raison pour laquelle, pour répondre véritablement à votre question, et je termine là-dessus, les similitudes sont claires. Monsieur Bongo a voulu faire un peu autre chose, en se disant, je laisse faire au niveau des communications, mais je vais boucler en aval. Mais il a été pris dans son propre piège, parce que en laissant l'amont, c'est-à-dire laisser passer les informations, mais en aval, il ne pouvait pas boucler. Donc, et pour terminer, les similitudes, les vraies similitudes, on va y revenir, c'est que les deux régimes s'appuient sur deux leviers. Un, la corruption, et deux, la répression.
On reviendra sur ces deux leviers tout à l'heure, Guy Mafimba. Nadia Aurigo, on voit très bien finalement, on l'a vu tout à l'heure avec vous, rapidement, mais là, on est dans le concret. C'est que Guy Mafimba venait de le parler, Bélarn Moutinga, je pense qu'il reviendra sur la place de la France-Afrique dans ces liens incestueux entre Brazzaville et Libreville. Aujourd'hui, on se rend bien compte finalement, Gabonais, Congolais, même combat. Gabonais, Congolais, même combat, oui, et ça va bien au-delà du Gabon et du Congo. On va dire Afrique, même combat, même s'il y a des pays, il y a quelques pays en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest et de l'Est, où on vit des alternances réelles, où au soir même des élections présidentielles, le candidat perdant a déjà appelé le vainqueur pour le féliciter, où la machine électorale n'est pas prise en otage par un individu qui veut se pérenniser au pouvoir. Les exemples sont nombreux, et le dernier exemple du Bénin est une grande école pour l'Afrique au sens large du terme. Le Gabon et le Congo, nous sommes voisins géographiquement, nous sommes voisins, c'est un même peuple. On retrouve quasiment les mêmes ethnies au Congo qu'on retrouve au Gabon. Donc quand quelqu'un parle Vili au Congo, au Gabon on l'entend quand quelqu'un parle Pounou, etc. Donc c'est vraiment le même peuple qui par le jeu des alliances et des découpages faits à l'époque coloniale ont fait qu'aujourd'hui nous sommes devenus deux peuples. Mais nous sommes le même peuple et nous avons malheureusement hérité des mêmes tares. C'est-à-dire que à la tête de ces différents États-là, même avant l'avènement de la démocratie, on a quand même eu des gens qui n'avaient pas forcément l'amour pour leur population. Et ils ont été choisis à dessein, il faut le dire. C'est des gens qui ont été choisis à dessein parce que c'était pas les plus brillants de leur génération. Ça, il faut vraiment le dire. C'était pas les plus brillants de leur génération. Et on comptait justement sur ces gens-là pour maintenir la population dans une certaine soumission parce qu'eux-mêmes n'avaient en réalité aucun pouvoir. Ils étaient soumis au dictat de la France et de la France-Afrique et ils étaient là comme des sous-préfets et ils rendaient compte. Voilà, donc on leur dictait quelque chose qu'ils mettaient en place. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'en face d'eux, ils avaient des populations dociles. Et donc, ils ont profité justement de cette situation-là pour maintenir la population encore dans un état de soumission et de paupérisation qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui a été vécu au Congo très, très récemment, c'est ce que nous sommes en train de vivre au Gabon aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant 7 ans, on l'a dit tout à l'heure sur le précédent plateau, pendant 7 ans, on n'a eu quasiment aucun opposant sur les chaînes de télévision nationales, du moins la chaîne publique de ce pays-là, parce qu'il faut entendre un seul son de cloche, il faut entendre un seul discours et il faut au maximum contenir les consciences des gens pour leur faire entendre la même chose. Bon, nos télés, c'est pas des flèches non plus. Quand on voit les programmes qui sont diffusés, vraiment, on peut vraiment s'abstenir de s'abreuver à ça. Donc les Africains ont bien compris, quand ils veulent une information un peu objective, aujourd'hui on va sur Internet, on essaie de recouper, etc. Ils vont pas regarder la télévision publique. Donc on est dans la même situation, on a les mêmes symptômes, la réaction des dictateurs est la même. Au Congo, pendant l'élection, les gens n'avaient pas accès au téléphone, n'avaient pas accès à Internet. Je crois que c'est la grande innovation dictatoriale dans la sous-région. Hein. On est en train de revivre la même chose au Gabon. Donc on se passe le mot, on met en place un système comme ça qui fait que, effectivement, s'il y a un pays parmi ceux-là qui sort du lot, c'est sûr que les autres vont se dire, bon, donc c'est possible, nous aussi, allons-y. Nous aussi, allons-y. Bélarn Moutinga, dans le précédent plateau, vous avez pointé du doigt, en fait, le rôle de la France-Afrique dans ce que nous vivons aujourd'hui. Guy Mafimba a rappelé, Nadia Aurigo aussi vient de le dire, qu'aujourd'hui, les peuples sont les mêmes et finalement, les mêmes causes donnent les mêmes effets. Absolument. Et c'est un défi pour l'intelligence africaine aujourd'hui que de regarder le vrai problème. Je disais tantôt que Ali Bongo ou Sassou Nguesso ne sont que l'aspect émerger de l'iceberg. Le fond du problème, c'est pas eux. C'est-à-dire, on peut prendre Pierre, on le met à la place de Paul, et le même système perdure. Donc, il faut s'attaquer aux véritables causes du problème. Et la cause du problème, c'est la France-Afrique qui, effectivement, se déploie au quotidien dans la vie réelle des gens par le fait qu'il y a une préemption sur les biens économiques et financiers de l'Afrique, n'est-ce pas? Sur les richesses africaines. Le deuxième élément, c'est la géostratégie des puissances coloniales. Le troisième problème, et il y a une dimension historique, c'est que l'Afrique francophone a mal vécu la décolonisation. Quand vous comparez avec l'Afrique anglophone, la décolonisation a été faite différemment. D'ailleurs, quand vous observez le progrès économique, par exemple, de l'Afrique aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la partie anglophone avance un peu plus vite aujourd'hui et se développe davantage que la partie francophone. Pourquoi? Parce que le problème, c'était le péché originel, l'idée de la décolonisation qui a été mal faite, n'est-ce pas? La partie francophone, nous avons eu des indépendances, entre guillemets, que De Gaulle donnait comme cela. Avant que ce Sékou Touré ne soit le tyran qu'on a connu par la suite,
ça a été quelqu'un qui, avec Lumumba et avec Cabral, avec d'autres, a dit à De Gaulle qu'il préférait la dignité africaine. Il préférait la dignité de l'homme noir, n'est-ce pas, qu'à l'aisance dans la richesse. Et cette phrase a mis en rage De Gaulle qui n'acceptait pas justement qu'un pays qui a été colonisé par la France se détache de cette union qu'il proposait à l'Afrique. Mais parce que très tôt, il avait compris que, au contraire de Houphouët-Boigny, par exemple, qui est le père de ce concept de la France-Afrique là. C'est de lui que le terme sort pour la première fois dans l'histoire africaine. C'est Houphouët-Boigny. Mais la réalité, nous la vivons jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la dimension historique n'a pas été nettoyée. Et donc nous payons jusqu'aujourd'hui la facture de la décolonisation au plan historique. Au plan économique et financier, nous sommes des sols, tout le golfe de Guinée, nous le savons, c'est un secret pour personne désormais, des richesses inouïes qui font que même la guerre qui va jusqu'au Kivu dans l'est de la RDC est due à cette convoitise des puissances occidentales de nos richesses. Et tant, je le disais tout à l'heure sur le premier plateau, que l'Afrique n'aura pas conceptuellement, n'est-ce pas, enrichi l'uranium. Nous avons des ingénieurs aujourd'hui qui sont capables d'enrichir l'uranium pour arriver à la bombe atomique et à une structure militaire suffisante pour défendre l'Afrique. Parce que vous avez une belle femme qu'est l'Afrique, vous avez des richesses que l'Afrique a. Tant que vous ne savez pas les protéger, nous ferons tous les discours intellectuels que nous voudrons, toutes les analyses qui sont pertinentes d'ailleurs les unes comme les autres, mais nous ne résolverons pas régulièrement le problème qui est le nôtre aujourd'hui. Et la pénétration coloniale a réussi chez nous parce que nous n'étions pas capables de nous défendre. Donc il faut vraiment qu'un jour l'Afrique, vous avez des intellectuels africains brillants, comme je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas fâcher les gens, mais quand vous écoutez par exemple le discours de Théophile Obenga sur la question de l'Afrique, vous êtes édifié de voir qu'il faut que la jeunesse aujourd'hui réfléchisse, que l'intelligence africaine réfléchisse. Cheikh Anta Diop l'avait fait déjà avant lui, puisqu'il est disciple de Cheikh Anta Diop. Oui. Il faut réfléchir sur cette question africaine de comment on peut se défendre nous-mêmes pour nous promouvoir. Parce que les autres vont passer leur temps à nous piller pour qu'ils se développent eux. Ils n'ont rien en Occident. Ils n'ont pas grand-chose en Occident par rapport à ce qu'a l'Afrique pour se développer. Donc une bonne partie de ce qui est tiré de ce dont l'Europe a besoin, je dis souvent à mes élèves, parce que je suis par ailleurs enseignant, je dis cette lumière qui nous éclaire, elle provient de l'uranium. La France n'en a pas. Il faut bien qu'elle la prenne quelque part. Quand ce n'est pas le Niger, c'est le Gabon, qui sont des pays producteurs d'uranium dans l'espace francophone africain. Donc le vrai problème, c'est le problème de l'autodétermination des peuples africains. Comment est-ce que l'Afrique est capable aujourd'hui, en face des problèmes réguliers qui sont les leurs, et qui sont incarnés par des dictatures, celle de Bongo, celle de Sassou, comment l'Afrique des peuples, l'Afrique de la dignité, l'Afrique de l'avenir de nos enfants, l'Afrique de nos mamans, comment est-ce que l'Afrique de demain est capable de se construire en l'état actuel où nous savons très bien qu'il y a une force en face de nous qui est la France-Afrique qui frappe, qui pille aujourd'hui. Nous savons que Gbagbo est parti du pouvoir en partie à cause des intérêts de Bolloré. Nous savons très bien que Total a fait le jeu au Gabon et au Congo grâce à cette histoire. Nous savons très bien que dans le cas de la chute de l'Issouba au Congo, on peut tout reprocher à l'Issouba, mais nous savons très bien que les intérêts pétroliers de Elf ont été importants dans la redistribution du pouvoir. Et Sassou qui est l'homme lige de la France, comme Omar Bongo a été effectivement le dictateur qui a vendu le Gabon dès le départ. Quand vous lisez l'histoire d'Omar Bongo, vous ne comprenez pas comment cet homme est arrivé au pouvoir. Mais il est passé par les services secrets, il a mouchardé, un peu comme le phénomène des Harkis en Algérie. Il a vendu son peuple et le colon fait de ça, et il a promu jusqu'à ce qu'il arrive là où il est arrivé. Mais jamais Gabonais ne l'a promu. Et nous ne savons pas aujourd'hui, je termine par là. Allez-y. Nous ne savons pas aujourd'hui comment régler le problème de la France-Afrique chez nous. C'est ça le vrai problème. Parce que si les instances existent lorsqu'il y a par exemple le cas d'une élection présidentielle, pourquoi ça pose problème quand il y a des institutions qui tranchent? Mais ces institutions sont à la solde de celui qui dirige. Et d'un mot, on ne l'a pas assez dit. Chez nous au Gabon, récemment, avant les élections, le ministre de l'Intérieur a dit ceci: tant que je serai là, aucun opposant ne va arriver au pouvoir. Mais comment un ministre peut dire ça? Ça veut dire que régulièrement, l'élection qui vient n'y participer même pas. Parce que le ministre de l'Intérieur, qui est chargé de proclamer l'élection, a déjà prévenu que tant que moi je suis dans le pouvoir, il n'y aura pas d'opposant. Donc même quand le peuple vous donnez toutes vos voix à 100% à l'opposant, le ministre de l'Intérieur décide que non, moi tant que je suis là, vous n'allez pas réussir. Comment donc le peuple fait pour se défendre là-dessus? Et la partie internationale, justement, la plupart dans l'histoire du Gabon, mais semble-t-il aussi dans celle du Congo, le dictateur qui dit ça est soutenu toujours par la fameuse France-Afrique. Voilà, soutenu par la fameuse France-Afrique. Adrien Gombe, vous avez créé pour la situation congolaise ce concept, ce hashtag ça suffit. Alors peut-être que cela deviendra aussi un hashtag, si vous disiez tout à l'heure, boum, Ali va partir. Aujourd'hui, comment avez-vous apprécié en fait la mobilisation de la jeunesse gabonaise par rapport à la situation, à la crise que nous vivons actuellement? Je ne vais pas me cacher, je connais les Gabonais de par mes études au Sénégal.
Donc moi, j'ai pas été surpris par la capacité des Gabonais à Alors, vous êtes le seul, apparemment, oui, parce que nous étions tous être plus comme ou moins- un seul homme. Parce que Oui. je me souviens, à 3 jours de retard de bourse à Dakar, ils prenaient d'assaut l'ambassade, ils torturaient l'ambassadeur jusqu'à ce que l'argent arrive. Et donc, à la différence des Congolais, je peux dire que la jeunesse gabonaise a une bénédiction de Dieu, c'est qu'ils sont unis. Ce que nous avons eu du mal à mettre en place au Congo, qui commence à naître, mais nous partions de tellement loin au Congo, de tellement de déchirements, de tellement de contentieux, que des jeunes prennent des contentieux, des vieux, pour les mettre sur leur tête, pour dire toi tu es du sud, ceux du nord n'ont pas bougé, sans avoir eux-mêmes un numéro de téléphone d'une personne du nord pour l'appeler et dire frère bouge avec moi. Ça nous a handicapés dans la démarche. Et quand j'ai vu, pour avoir des amis à Port-Gentil, leur capacité de mobilisation, j'ai dit, on est en face d'une nation, ce tyran-là tombera peut-être plus vite que son oncle. Alors, tomber plus vite que son oncle, je vais continuer juste avec vous. Aujourd'hui, par rapport à la place notamment des réseaux sociaux, vous avez été, et vous êtes aujourd'hui quand même l'une des personnalités congolaises aujourd'hui, qui a imprimé vraiment quelque chose d'important dans les réseaux sociaux, dans ces luttes politiques. Aujourd'hui, déjà, comment est-ce que vous appréciez tout ça? Les Gabonais vont avec un avantage de pouvoir d'achat, une pénétration meilleure d'Internet et certains avantages techniques. Il leur a manqué peut-être d'être mobilisés plus tôt sur une thématique précise. Il y avait l'élection et l'élection a peut-être dilapidé l'énergie. Donc la thématique c'était plutôt l'élection que le système. C'est suite à l'élection et au vol que là maintenant on entend sur les réseaux sociaux. Or pour s'associer ce que nous avions fait, c'était à 1 an bien avant qu'on avait commencé le travail, parce que c'est un travail de longue haleine sur les réseaux sociaux. Mais je voulais réagir à quelque chose qui a été dit par mon frère Lacote. Oui. Oui, nous sommes dans une période où l'Afrique doit vraiment, et en particulier l'Afrique centrale, aller vers une seconde indépendance. Mais une indépendance, comme disent les Français souvent, indépendance réelle. C'est plus l'indépendance du papier, mais c'est l'indépendance dans ton assiette, c'est l'indépendance au coin de ta rue, c'est l'indépendance jusqu'au palais présidentiel. Et cela passe évidemment par le sursaut. Si le tyran tombe simplement par l'élection, donc par les combines électorales, le système peut se perpétuer. Mais s'il part par une insurrection populaire qui balaie tout jusqu'aux racines les plus profondes, il n'y a aucune chance qu'il puisse faire valoir ensuite des combines, des réseaux. Donc nous devons aller vers cette seconde indépendance, mais il ne faut pas se bercer d'illusions. Ça sera lent, il y aura du sang, de la sueur et des larmes. Et ce n'est qu'au prix du sang, de la sueur et des larmes que la liberté va être enfantée. Dima Fimba, vous évoquez tout à l'heure un peu ces liens, je dirais moi, incestueux entre Libreville et Brazzaville. Est-ce que vous direz qu'aujourd'hui, c'est Brazzaville qui a donné le là pour que ces alternances, en fait, soient aujourd'hui bloquées? On voit aujourd'hui Libreville, on va se préparer à la fin de cette année pour la RDC, on ne sait pas ce qu'on va donner. Est-ce que vous pensez que c'est tout est parti de Brazzaville qui a donné le mauvais exemple? Je pars du principe que tout est parti de Brazzaville. Pourquoi? Vous savez, quand on voit l'histoire de nos peuples pour cette bataille pour l'émancipation, il y a 3 séquences. La première séquence, c'est les indépendances, octroyées quasiment par De Gaulle, qui a concocté en fait sa fameuse indépendance avec la France-Afrique. Et puis arrive la bolle. N'oublions jamais ça. Ça a été la deuxième séquence où les peuples ont commencé à se soulever. La France-Afrique, pour ne plus maîtriser les peuples, notamment en Afrique centrale, ont balancé cette histoire de la bolle, Mitterrand notamment. Conditionner l'aide de développement à la démocratie. Mais comme d'habitude, on ne s'est pas battu en fait. On a récupéré ce concept-là. Et chacun a mis ça à sa sauce avec les fameuses conférences nationales. Et celui qui est parti, en fait, l'un des pays qui est parti au bout de la logique, c'est le Congo. Parce que Omar Bongo a réussi à rester au pouvoir. Mais c'est Sassou qui a été viré. Sassou a été viré après la conférence nationale et aux élections. Mais lorsque Missouba a voulu se détacher un peu de cette fameuse France-Afrique, le résultat, c'est Bongo qui complote pour le faire virer parce qu'il commençait à remettre en cause les intérêts de la France, entre guillemets, avec Elf. Et la troisième séquence, nous y sommes actuellement. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'était des démocraties. C'était pas des démocraties. Et donc, les peuples veulent maintenant une vraie démocratie, comme dit notamment Andrea, le sang, les larmes et autres. Mais non, comme vous dites, est-ce que la rampe de l'Orsemont et Brazzaville? Oui, la rampe de l'Orsemont et Brazzaville. Je vous ai parlé tout à l'heure de... J'étais à Brazzaville. J'étais à Brazzaville jusqu'en décembre 2015, vous le savez. Mais j'ai vu comment, dans les préparatifs
pour changer sa constitution, M. Sassou Nguesso a fonctionné. D'abord en Afrique centrale, il fallait encourager tous les petits tyrans. Le Burundi, il a commencé à payer les salaires, dire à Nkurunziza, ne lâche pas l'affaire, il faut garder l'affaire. Et il a commencé, en même temps, il jouait le double jeu. Et c'est là où nos amis gabonais doivent être intelligents. Parce que j'ai été très content quand madame disait tout à l'heure au premier débat que nous nous battons pour le peuple gabonais. Oui, il faut se battre pour le peuple gabonais. Il ne faut pas se battre pour les dirigeants. Parce que les dirigeants qui, soi-disant, incarnent l'alternance, généralement, ce n'est pas de manière sincère. Généralement. Parce que lorsque M. Sassou Nguesso a commencé à concocter son plan pour que les alternances démocratiques ne réussissent pas, mais il a contacté et le pouvoir gabonais et l'opposition gabonaise. Là n'est pas le débat. Le peuple gabonais a tranché. Mais cette opposition aurait dû commencer à dire à M. Sassou Nguesso, mais non, nous voulons l'alternance, même chez vous. Mais ils ont joué le jeu. Et donc, M. Sassou Nguesso a continué. Et il a fait du chantage à Bongo. En se disant quoi à Bongo? Si vous lâchez, moi je lâche vos opposants ou je vais les soutenir. Donc la rampe de lancement, c'est toujours Sassou Nguesso, mais encouragé depuis Paris. Encouragé depuis Paris. Parce que si on avait réussi l'alternance au Congo, avec le soutien de la sous-région, je suis désolé, je constate que lorsque ça tirait à Brazzaville, on n'a pas eu un seul mot d'un opposant gabonais. Un seul mot d'un opposant gabonais. Alors qu'ils savaient personnellement que ça devait arriver chez eux. Parce que je l'ai prédit. On l'avait prédit. Et comme ça va arriver en RDC. Encore en RDC, ils avaient déjà pris position. Donc la racine du mal, c'est la personne de M. Sassou, mais la racine du mal, comme me disait mon frère tout à l'heure, c'est ce système incestueux entre la France et l'Afrique centrale, notamment à travers les multinationales. Mais là, moi, je voudrais qu'on sorte là avec des propositions concrètes. Oui. Parce qu'une fois qu'on a identifié le mal, il faut faire tomber un certain nombre de tabous. Vous ne pouvez pas continuer à faire des discours intellectuels. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Et je dis, j'en ai marre. Si on a identifié le mal, il faut déraciner le mal. Et on va y arriver lorsqu'on va traiter un peu des perspectives. Voilà, on va arriver, comme vous l'avez dit, Nadia Origo. Alors, on se rend bien compte que finalement, ce problème n'est pas gabono-gabonais. Hein. Finalement, c'est un problème qui concerne toute l'Afrique et l'Afrique centrale. Aujourd'hui, hier, Brazzaville, aujourd'hui, Libreville. Demain, ça va être Kinshasa. Déjà, vous, dans la lecture, en fait, de ces questions d'alternance, qu'est-ce qui bloque en fait finalement? On a compris la France-Afrique, mais est-ce qu'il n'y a pas des pesanteurs? Notamment aujourd'hui, on soupçonnait les Gabonais d'être mous, ils ne pouvaient pas se lever. Et Andrea, qui a eu une expérience, nous a expliqué que finalement c'était en fait une fausse impression. Qu'est-ce qui fait que les peuples, qui ferait que les peuples puissent se saisir en fait de ces questions, que ce soit plus quand ça tire à Libreville qu'à Brazzaville, en se disant non, ça ne nous concerne pas? Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a la France-Afrique, c'est vrai. Il y a des leviers importants qui doivent sauter depuis ici, etc., pour qu'il y ait certaines choses qui bougent à notre niveau. Mais aussi, en interne, il y a un travail profond qui doit être fait. Les Gabonais n'ont pas dormi, contrairement à ce que j'ai entendu. Il y a des choses, en fait, en 2009, je peux dire ici, à Paris, j'étais au front. Donc déjà en 2009, il y a eu ce réveil. Peut-être qu'on va dire on a été un peu surpris dans la manière dont les choses se sont faites. Il y avait de l'impréparation, l'improvisation. Et on a eu quelques leaders véreux qui se sont infiltrés dans le processus et qui ont affaibli un peu la révolte populaire qui était en place à Libreville et surtout à Port-Gentil où on a dénombré beaucoup de morts à Libreville et même ici à Paris. Mais les Gabonais n'ont pas dormi. Les Gabonais sont debout et sont réveillés. C'est un travail de longue haleine, c'est vrai. À l'époque, peut-être qu'on n'avait pas l'ouverture qu'on a aujourd'hui avec la possibilité d'interchanger en quelques fractions de secondes entre un Gabonais qui est à Paris et celui qui est à Johannesburg, etc. Aujourd'hui, c'est fait et en temps réel, on sait ce qui s'y passe, etc. Mais les Gabonais se sont réveillés et il y a beaucoup de groupes, de groupes de réflexion qui se sont créés et les Gabonais ont pris leur destin en main. Les Gabonais aujourd'hui, jusqu'à il y a 10 ans encore ou 15 ans en arrière,
quasiment les gens étaient fonctionnaires, pour ne parler que de la manière dont les gens fonctionnent au quotidien. Les gens étaient fonctionnaires, on comptait sur l'État, l'État va faire pour nous, l'État-providence est là. Aujourd'hui, on a des Gabonais qui entreprennent. Pourquoi? L'idée d'entreprendre déjà vient du fait qu'on ne s'attend plus à recevoir. On veut être aussi une force de production, avec toutes les difficultés que ça en interne. Parce qu'au Gabon, même quand on aurait une entreprise, il y a encore des sacrifices que je ne peux pas nommer ici qu'il faut consentir pour pouvoir évoluer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais même dans la diaspora, les Gabonais entreprennent et les Gabonais sont dans l'idée de dire qu'on est aussi acteur de ce qui se fait au Gabon. Sur les réseaux sociaux, il y a des mouvements qui étaient déjà créés avant même qu'il n'y ait l'élection. Mais qu'est-ce que les gens se sont dit? Allons-y jusqu'à l'élection quand même. Bon, il y avait déjà des voix qui s'étaient levées en disant pas d'élection. On destitue, on fait une transition, ensuite on passe à l'élection. Cette voix n'est pas montée plus haut. On est allé à l'élection jusqu'à la veille, la proclamation des résultats. Le vin a été tiré, les gens étaient convaincus que, à moins d'être complètement fous, et comme disait M. Mutsinga tout à l'heure, je reprends vraiment des termes des PDGistes eux-mêmes, parce que là on est vraiment en train de vivre une folie, parce que c'est tellement gros, c'est tellement gros ce qui se passe au Gabon que vraiment, même quand on aurait voulu tricher, je pense que quand on triche, on est un peu intelligent. Là, il n'y a aucune intelligence du tout. Et donc les gens se sont dit, allons-y jusqu'à ça. Là, on a une légitimité, entre guillemets, aujourd'hui, pour se mettre dans la rue. Parce que sur la base de quoi on a parlé d'acte de naissance, tout ce que vous voulez, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Même au niveau international, ici, en France, à Nantes, on nous a sorti un acte de naissance. C'est pour dire jusqu'où on peut aller. Voilà, jusqu'où on peut aller. Et on nous a sorti un acte de naissance à Nantes, nous expliquant que ce que les Gabonais étaient en train de dire depuis était faux. On nous a dit non, les Gabonais, c'est des xénophobes. Il y a même un jour, moi, j'appelle pas ça un journal. Ça fait plus de 10 ans que je lis pas cette chose-là, qui a traité les Gabonais de xénophobes. Et on nous a jeté comme ça en pâture partout. Mais quel est le peuple? Quel est le peuple? Ici en France, je ne crois pas que le directeur de cabinet de M. François Hollande soit un Tchadien. Poussons le vice, quoi. Qui est arrivé du Tchad il y a 2 jours, etc., et qui arrive ici en France, c'est tout de suite des directeurs de cabinet. Dans la machine de l'État gabonais, les Gabonais n'ont plus rien à dire, quasiment. Il faut le dire, et c'est une réalité. Les Gabonais n'ont plus rien à dire. Ce sont les autres qui parlent pour nous. Mais les gens se lèvent un peu pour dire, mais quand même, nous sommes un peuple, on a une dignité. Juste de revendiquer ça, on est des xénophobes, on est des racistes, on n'aime pas les autres. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, la réalité aujourd'hui, c'est que les Gabonais se sont levés. Ils se sont levés très tôt. Aujourd'hui, on a juste un acte flagrant qui est posé, qui emmène les Gabonais. En fait, on était préparés. Les gens étaient préparés parce que ne pensez pas, c'est pas aussi spontané qu'on ne le croit. Hein. Ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, c'est parce que les consciences des gens étaient quand même déjà préparées à se lever, à se révolter. Hier, il y a eu plus d'1 millier de Gabonais. Ici à Paris en train de marcher, c'est juste inédit. Donc c'est pas aussi spontané que ça. On n'est pas, même quand on nous dirait que l'émotion est nègre, je pense qu'on n'était pas dans le coup, de l'émotion. Les gens sont très réfléchis pour dire maintenant, on a cette fraude-là qui est flagrante, c'est la légitimité qu'ils nous ont donnée. Voilà, il fallait bien qu'ils se trompent en face pour aller dans la rue. On en est là aujourd'hui. Et on est dans la rue et on marche. Et c'est quelque chose qui a été préparé. Les consciences des gens ont été travaillées. Les Gabonais sont conscients qu'aujourd'hui, franchement, on ne peut pas reculer. On ne peut pas reculer. On n'a pas le droit d'échouer. On parle des relations incestueuses, tout ce que vous voulez. Et le peuple, même quand on parlerait de la France-Afrique, objectivement, le peuple a quand même son mot à dire. Je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de M. Bolloré que les Gabonais, par exemple, aillent bloquer le port. Bon, si personne ne travaille au port de Libreville, pendant 2 semaines, 1 mois, 3 mois, on verra bien comment M. Bolloré va faire du chiffre à Libreville. Et ça, c'est une réalité. Donc, des actions concrètes, justement, pour bouter dehors ces gens-là, c'est par exemple la désobéissance civique. Et il faut que les Gabonais respectent ça. Personne ne va travailler. Si Total, si les Gabonais qui travaillent à Total, il y a combien d'expatriés? Il faut être, les gens qui sont sur les barges pétrolières et tout, qui font le petit boulot, c'est des Gabonais, c'est des Africains. Si tous ces gens ne vont pas travailler, on verra comment Total va faire du chiffre au Gabon. Et ça, c'est une réalité. On bloque le port de Libreville pendant 3 mois. M. Bolloré peut faire quoi si ce n'est dégager M. Ali Bongo, en toute objectivité? Et c'est là où on va les tenir, parce que quand même ce qui donne de la force, du jus, du tonus, c'est du sang à ces gens-là en Afrique. C'est quand même notre sang à nous, notre sueur à nous, notre force de travail à nous. Et quand on leur enlèverait cette partie-là, ils seront bien obligés de composer avec nous et d'écouter un peu la voix de ces peuples-là.
Alors, vous parlez de composition et d'écoute, Bellarmine Moutinga, on se rend bien compte que finalement, composer avec qui, on voit qu'aujourd'hui, Guy Mafima l'a souligné, quand même les personnalités qui sont aujourd'hui à l'opposition au pouvoir, on peut aussi avoir des liens incestueux. Je reviens sur le mot inceste parce que vous avez parlé tout à l'heure, notamment au niveau de la fraternité maçonnique. Aujourd'hui, en fait, pour vous, le combat, ce ne sont plus les hommes, mais c'est déjà l'idéal. On le mène avec qui, ce combat-là, désormais? Quand on prend la situation du Gabon aujourd'hui, on sait par exemple qu'au Congo, Sassou est resté là, Mokoko est en prison, il n'y a plus personne, tous les autres, chacun se démerde comme il peut, il y a d'autres qui vont le voir Sassou la nuit pour lui dire, écoute, finalement, tu me donnes quelque chose, moi je vais me taire. Aujourd'hui, la situation du Gabon, on a parlé des similitudes, on le mène avec qui, ce combat-là? Avec le peuple. C'est-à-dire que il y a des précédents dans l'histoire. Ici en France, nous sommes heureux d'être dans un pays qui est libre, où nous pouvons tout faire, tout dire. Mais relisez l'histoire de la France il y a quelques temps en arrière, il y a quelques siècles en arrière, vous allez voir que les intellectuels, parce que nous avons blâmé tout à l'heure, quelqu'un a blâmé le discours intellectuel. Non, tout commence par là. Tout commence par la réflexion. Les intellectuels, des siècles des Lumières, déjà même au XVIe siècle avant, les humanistes ont fait un travail, mais un travail de fond, centimètre par centimètre, millimètre par millimètre, pour travailler la conscience des gens. Je lisais avant d'arriver ici un texte de Victor Hugo où il parle de l'importance de l'instruction, de la capacité pour les Français à lire, donc à s'imprégner d'une capacité à réfléchir. Les Africains en sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme disait Mme Morigo, les gens au Gabon sont de plus en plus conscientisés. Créer des associations, des think tanks, des gens se mettent à réfléchir effectivement à comment faire. Pourquoi? Parce que le besoin rend ingénieux. Lorsque vous avez faim, lorsque vos enfants ne partent pas à l'école, lorsque vous ne parvenez pas à vous soigner, vous n'attendez plus un leader politique. Vous n'attendez plus que quelqu'un se lève pour vous. Vous-même, vous allez dans la rue, au péril de votre vie. Et c'est ce qui s'est passé ici en Europe, en France précisément. Comment pensez-vous que les peuples français sont sortis de la tyrannie de Louis XIV? De la tyrannie, pourquoi on a décapité un roi ici, Louis XVI et sa femme? Parce que le peuple s'est soulevé. Il y a un travail que les intellectuels ont fait. On a maillé la société. On a travaillé et au moment où, effectivement, il y a les émeutes et la difficulté de la vie ici, sur ce sol français. Vous savez que la France est faite de combats, de conflits, à la fois avec les occupants extérieurs, mais aussi avec les intérêts des uns des autres. On a parlé de l'abolition des privilèges dans ce pays. Pourquoi? Parce que les nobles, comme je ne vais pas refaire l'histoire de la France ici, nous savons comment les nobles, le clergé, tenait la société française jusqu'à ce qu'il y ait eu un soulèvement, n'est-ce pas, historique, et la France est celle qu'elle est aujourd'hui, et nous avons abouti en 1789, n'est-ce pas, à cette fameuse révolution où la société n'est pas parfaite, mais on a le minimum que nous recherchons en Afrique ici. Pourquoi? Parce que les gens se sont soulevés. Et bien ça peut être un précédent historique qui nous sert de leçon. Vous savez, dans la vie, il faut être capable de vous comparer à celui qui réussit la même chose que vous cherchez à réussir, et qui a déjà réussi avant vous, et vous imprégnez de cette réflexion. Donc le discours intellectuel, il est capital, et ça c'est magnifique d'avoir les ressources de l'Internet aujourd'hui. Parce que rapidement, vous avez du bon sur l'Internet comme vous avez du moins bon, mais l'Internet nous a beaucoup aidé, comme disait Mme Morigo aujourd'hui, pour une conscience, n'est-ce pas, du citoyen gabonais. Ensuite, sur l'histoire du Gabon. Parfois, on va trop vite en besogne quand je vois le mépris qui est infligé par les uns et les autres à propos du Gabon. Mais il faut relire l'histoire du Gabon. Avant même la pénétration coloniale, des héros se sont levés au Gabon. Des gens ont lutté contre la pénétration française au Gabon. Même quand ils étaient là avec les pauvres armes qui étaient là, ils ont montré qu'ils se révoltaient, qu'ils voulaient construire une autre société au Gabon. Nous avons des héros dont certains écrivains aujourd'hui s'emparent pour pouvoir conscientiser, n'est-ce pas, les Gabonais sur leur propre vie. Ensuite, nous avons eu en 1964, quand même très tôt, nous sommes l'un des premiers pays après les indépendances des années 60 à faire un coup d'État contre le régime qui, n'est-ce pas, qui nous torturait au Gabon. En 64, ça dit seulement 4 petites années après l'indépendance. Nous n'étions même pas le nombre que nous sommes aujourd'hui, que nos capitaines, nos soldats de l'armée régulière gabonaise, qui était à l'époque encore une armée régulière, ont fait un coup d'État. Aucune goutte de sang n'a coulé. C'est quand même inédit, il faut le souligner. Et on a placé, puisque c'était un conflit entre le présidentialisme et le parlementarisme, et le pays a été dans un désordre tel que tout était chaotique, on a fait un coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? C'est que la France qui était stationnée au Congo, Brazzaville justement, est venue s'installer chez nous en faisant un contre-coup d'État pour remettre le pouvoir qui avait été déposé au pouvoir. Et ils ont abattu, n'est-ce pas, les capitaines qui avaient fait ce coup d'État-là. Nous avons encore, et c'est là que la dictature bongoïste s'est installée quelques temps après, jusqu'en 1990 où les choses sont ouvertes au profit de la gesticulation historique qu'il y avait dans les pays de l'Est. Et la Bolle, Mitterrand ne nous a pas fait un cadeau. Ce sont les intérêts français dont ils savaient très bien qu'avec le vent de l'Est, les intérêts français, il faut les réorienter. Donc Mobutu n'est plus le bon en RDC, ce qui va devenir la RDC. Bongo n'est plus le bon, etc. Et le Bénin a lancé les conférences nationales. Mais les tripatouillages internes qui ont eu lieu au Gabon ont fait que nous avons eu du Bongo ensuite. Bongo était déjà au sol quand vous lisez l'histoire du Gabon. Donc le peuple gabonais a travaillé. Il y a une histoire du peuple gabonais dans sa lutte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez entendre de plus en plus qu'on ne lutte pas tellement pour Ping. On lutte pour notre liberté. Nous avons des artistes
de la Tchamp de la Kendenge, qui ont toujours eu pour thématique de la liberté, non seulement du Gabon, mais de l'Afrique entière, le panafricain, même au-delà de l'Afrique. Donc, nous avons une réflexion qui est là, nous avons une action. Le peuple gabonais s'est fait massacrer. Madame Origo parlait aujourd'hui, tout à l'heure, de Port-Gentil. Mais les gens sont allés dans la rue. Nous avons affronté les chars français dans les rues de Libreville. Je ne connais pas très bien l'histoire à Brazzaville, mais au Gabon, des gens ont lutté, des gens sont tués dans le silence complet. Les médias sont coupés pour qu'on n'en sache rien. Les gens sortent spontanément dans la rue, les jeunes, les femmes, les intellectuels ont travaillé. Il y a des gens qui ont été mis dans des géoles, tués, parce que c'est des intellectuels, des professeurs d'université, n'est-ce pas, qui ont été envoyés en affectation disciplinaire, dans des zones où il n'y a pas de vie, pour les punir de cette levée, justement. C'était des maoïstes, c'était des gars de gauche, c'était des intellectuels formés à l'école socialiste et communiste. Bref, jusqu'aujourd'hui, des gens ont lutté pour l'histoire du Gabon. Ça, je dis ces choses pour répondre à l'idée de la perspective que nous avons le discours intellectuel, mais quelles sont les solutions? Les solutions sont que le peuple s'est toujours levé de façon multiforme. Elle a fait confiance à ses intellectuels, elle a fait confiance à son élite politique, elle a fait confiance à elle-même et elle est dans la rue. Jusqu'à aujourd'hui, comme quelqu'un disait, rappelé si bien tout à l'heure, c'est un combat de longue haleine. C'est-à-dire même le Gabon a déjà gagné des possibilités, même le simple retour du multipartisme, qui n'est pas forcément la démocratie. Nous l'avons obtenu de haute lutte au Gabon. N'est-ce pas? Des gens, pour leur opinion, ont été enfermés, tués, torturés. Des gens ont disparu. Nous avons des célébrités au Gabon qui ont disparu pour des raisons de résistance et de lutte pour leur propre pays. Mais nous croyons que quand un peuple réussit comme ça n'a pas été facile en Occident, ni aux États-Unis, les États-Unis ont dû connaître une guerre civile, une guerre de libération, des conflits entre le Nord et le Sud, pour être les États-Unis qui sont aujourd'hui. C'est pour cela que j'invite nos téléspectateurs à s'imprégner de lecture de l'histoire des autres. Parce que l'histoire des autres nous enseigne aussi. C'est vrai, ce ne sont pas forcément les mêmes réalités. Elles ne sont pas transposables. Mais à quelque chose près, la marche des peuples, la marche de l'histoire, fait qu'on est obligé de s'imprégner, n'est-ce pas, de ce qu'a fait Martin Luther King pour les Noirs aux États-Unis. Et ce que nous pouvons faire dans nos pays où toute liberté nous est refusée. Nous pouvons voir comment le peuple a pu prendre le pouvoir en France, au mépris, n'est-ce pas, de la noblesse, au mépris des rois. Comment ils s'en sont arrivés jusqu'à décapiter ceux qui étaient l'équivalent de Sassou ou de Bongo aujourd'hui. Donc s'il faut qu'on arrive là, il faut qu'on ait le courage de dire, ok, la seule façon de faire, au-delà de nos discours, c'est de nous emparer d'Ali Bongo, mais physiquement, nous savons où il habite, nous savons où il mange la midi, nous savons où... Oui, il faut qu'on en arrive là. Il faut qu'on en arrive là, parce que sinon, le reste c'est discours. Discours et discours et discours. Parce que si la communauté internationale nous lâche, si les opposants, justement, comme dans le cas du Gabon, parfois, certains, à cause des milliards que Bongo va leur donner, ils laissent tout, mais il faut que le peuple sorte dans la rue et dise, bon, c'est notre pays, c'est notre pouvoir, ils ont voulu se corrompre, mais nous allons donc faire ce qu'il faut pour les faire partir. Les faire partir, Andrea, vous voulez compléter? Alors, il faut quand même dire qu'aujourd'hui, au niveau de ces luttes, allez-y d'abord, allez-y. Non, vas-y. Voilà, au niveau de ces luttes, en fait, on se rend bien compte qu'il faut une certaine convergence. Or, ces convergences, on a vu, je parle toujours de vous parce que c'est très symptomatique, vous avez eu des contacts avec des jeunes Y'en a marre, en Afrique du Nord, des choses comme ça qui ont permis, vous, de faire asseoir votre mouvement. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique centrale, on a du mal à voir un peu toutes ces convergences pour faire en sorte que ces combats ne soient plus des combats de peuples singuliers, mais au niveau sous-régional. Nous avons toujours eu une double démarche. Il y a un combat qui est singulier, qui est unique, c'est le combat qu'un peuple mène face à son propre tyran. Il est unique, c'est quelque chose qu'on vit dans sa chair, donc on ne peut pas le transmettre à quelqu'un d'autre parce que la personne ne vit pas au quotidien ce qu'on vit. Mais, comme il a si bien dit, il y a un contexte intellectuel qui existe, qui est général. Et avec les Africtivistes, qui est le mouvement auquel Sassoufi appartient, qui regroupe tout le monde, il y a une composante gabonaise, nous avons travaillé avec des Tchadiens, on peut se passer des méthodes. Ce que je peux faire pour mes frères gabonais, je ne pourrais jamais me substituer, ni dire que j'arrive à vivre leur combat, parce que je ne peux pas le vivre, je ne suis pas gabonais, la concorde ne me fait pas vibrer moi, mais quand eux ils entendront la concorde, ça les fait vibrer, ça les met dans des émotions que je ne peux pas ressentir, mais auxquelles je sympathise. Donc, nous, en tant que Sassoufi, on donne tous les tuyaux qu'on peut avoir, tous les réseaux qu'on peut avoir, toutes les entrées partout où on est passé, comment on a fait, aux frères gabonais qui le souhaitent. Et eux, ça les permet ensuite d'améliorer leur façon de faire, et en retour d'informations évidemment. Et après sur Internet, ce qui se passe, ça s'appelle du follow-up. Quand il y a une information gabonaise qui tombe, on se le passe par boucle mail et tout le monde pousse. Et les gens sont surpris, mais le sujet est en haut, parce que l'Afrique entière travaille, Y'en a marre travaille, les citoyens travaillent, les Tchadiens travaillent, et on pousse le sujet d'actualité. Parce qu'on se dit, pour l'Afrique centrale, si un tombe, on espère que le feu puisse embraser encore plus toute la région. Et de toute façon, il faut savoir que la jeunesse congolaise regarde attentivement la jeunesse gabonaise pour essayer de comprendre là où nous n'avons pas réussi,
pour améliorer notre modèle et repartir très bientôt à l'assaut. Nous allons repartir à l'assaut des rues au Congo, nous allons repartir à l'assaut des ministères, et comme il a dit, peut-être, on ira se saisir physiquement des uns et des autres qui nous empêchent d'établir la liberté dans notre propre pays. Donc c'est vraiment ça. Il y a un travail de fond, il n'est pas spectaculaire, parce qu'on ne peut pas voler la vedette à l'autre. C'est leur combat, c'est leur pays, ils doivent être devant, ils doivent briller le plus haut, parce que si eux brillent très haut, ben évidemment, nous on est derrière et ça va nous emporter avec eux. Mais moi en tant que Congolais, jamais je me mettrai devant la caméra pour me substituer à la parole d'un Gabonais. J'ai trop de respect pour ça. Voilà, on a bien compris. Alors finalement, monsieur, on va passer. Je voulais rebondir à ce que- allez-y, par rapport à... Guy Mafima. Vous savez, là, ils viennent de rentrer dans le bras de fer. Nous sommes dans le bras de fer depuis 2 mois. Et Plus que 2 mois, plus que plus l'élection de 2 au mois de mois. mars. Voilà. Ils sont entrés dans le bras de fer. Et c'est là où nous devons être, d'avoir créé des synergies. Mais comme nous avons déjà vécu l'expérience, leur envoyer un certain nombre de signaux pour ne pas tomber dans le piège qui est le nôtre. Tout à l'heure, on a parlé des réseaux maçonniques. Ça va commencer à fonctionner au Gabon. Ça fonctionne déjà. Depuis Paris, Ça fonctionne déjà. on va appeler un opposant pour dire il y a ton frère qui est là. C'est comme s'ils avaient le monopole du cœur, eux. Donc nous, on a le monopole de la violence. Et là, je vois déjà les discours, hein, c'est les mêmes terminologies. Ah, la France est préoccupée, il faut... C'est quoi cette histoire? Apaiser. Lorsqu'il y a une situation comme celle-là, on part du principe qu'il y a une légitimité d'un côté et de l'autre côté, il y a un voyou. Et ce qui m'a plus surpris, et ce qui me scandalise, et là où nos amis les Gabonais doivent être très attentifs, il y a quand même des forces spéciales françaises au Gabon. Comment ils ont laissé décoller des hélicoptères de combat pour aller tirer sur les populations? Ça, c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Qu'on ne doit pas accepter. Donc je dis, on doit être attentif. Les amis doivent être attentifs et nous sommes dans les réseaux sociaux en train de pousser là-dessus pour attirer l'attention des amis gabonais. Il ne faudrait pas qu'un opposant joue le jeu. J'ai le monopole de cœur, je dois sauver les vies humaines. Elles sont en train de tomber avec les réseaux maçonniques. Et la deuxième chose, non, je suis d'accord avec mon frère, il faut conceptualiser au niveau des intellectuels. Mais en même temps, j'attire l'attention de mon frère pour dire, vous savez, vous avez cité un nom, Théophile Obenga. Mais si je vous dis que c'est les Théophile Obenga qui ont fait le travail de Sassou pour faire de Sassou l'homme incontournable dans ce pays. Qui peut imaginer ça? Lui, il est égyptologue. Voilà. Raison pour laquelle je vous dis, je suis devenu extrêmement allergique à ceux qui nous ont fait rêver comme des Théophile Obenga et qui sont aujourd'hui en train de tuer toute une génération. Donc, entre les actes que M. Théophile Obenga pose et ce qu'il dit, mais c'est aux antipodes. C'est pas que je suis en train de mettre dans le même sac tous les intellectuels. Au contraire, je me félicite. Quand je vois mon frère tout à l'heure, je vois un Alain Mabankou, je vois ma soeur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la diaspora, les intellectuels qui étaient un peu, entre guillemets, en retrait, montent au créneau. Mais c'est ça qui va nous permettre d'être dans les écrans et en train de dire la vérité. Parce que lorsque je vois les fameux spécialistes de l'Afrique qui vont à BFM, je dis, mais soyons sérieux. Spécialistes en quoi? Il faut appeler ceux qui savent ce qui se passe dans leur pays, qui vous expliquent véritablement la raison de ce que nous sommes en train de subir dans nos pays. Donc, je voulais apporter ces deux éléments-là, tant au niveau des tractations et il faut être intransigeant à l'égard des leaders. C'est le peuple qui leur a donné cette légitimité et ils ne peuvent pas aujourd'hui monnayer cette légitimité alors qu'il y a des vies qui sont en train de tomber. Il faut être exigeant là-dessus. Alors, avant qu'on arrive aux propositions concrètes, déjà, vous voulez compléter quelque chose? Non, voilà. Avant qu'on arrive aux propositions concrètes, je veux bien comprendre, Nadia Origo, alors, on voit très bien, hein, finalement, les choses sont là. Et comment on fait pour travailler ensemble? Souvent chez nous en Afrique, on dit toujours le truc de malheur en fait. C'est-à-dire que là le malheur arrive au Gabon, et vous voyez qu'on se retrouve là, des choses comme ça, on est bien, une fois qu'on va enterrer les morts, ben après chacun repart chez lui et finalement on attend la prochaine veillée pour encore se retrouver. Comment on fait pour créer aujourd'hui, on a bien compris qu'aujourd'hui ce n'est pas qu'une affaire de Gabon, c'est une affaire quasiment, restons d'abord en Afrique centrale. Comment on fait pour créer des passerelles qui facilite des gens pour dire, mais voilà, ce que les Gabonais vivent aujourd'hui, on veut les voir plus haut et nous, on veut s'inspirer des Gabonais parce que là, il y a quelque chose qui est incontournable pour l'histoire du continent. D'accord. Mais pour créer des passerelles, je sais qu'il y a des mouvements associatifs qui travaillent déjà ensemble.
et qui font du travail de terrain vraiment de fourmi. Parfois qu'on a négligé, hein. Moi j'ai été invité à des réunions, etc. Je me suis dit, bon, tu sais, le mouvement associatif, on parle l'autre. Et puis au fil des années, on se rend compte que c'est vraiment des gens qui travaillent ensemble. Un mouvement comme Tournons la page, ça dépasse, tournons la page au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Tchad et tout ça. Ils sont partout, ils sont implantés partout et ils portent quoi? Ils portent un seul message. Il faut tourner la page de toutes ces personnes-là. Ils ne font pas qu'apporter un message, mais aussi ils travaillent à conscientiser les gens à l'idée qu'un peuple doit pouvoir disposer de lui-même, doit pouvoir décider de qui doit les gouverner, etc. On doit un peu tourner la page de ces cinq. C'est-à-dire qu'on est dans les... J'arrive pas à me représenter des gens qui sont au pouvoir depuis 50 ans, qui en veulent toujours, encore et encore. Mais c'est inimaginable. On a un grand pays comme les États-Unis où ils sont plus de 300 millions d'habitants. Ils ont connu un président Obama, enfin pour ne prendre que son exemple, puisque c'est le dernier en date, avant la prochaine élection, il a mis 8 ans au pouvoir, sur 2 mandats. Et en 8 ans au pouvoir, il est venu avec un programme, il a eu le temps de déployer son programme. Il n'a pas atteint tous ses objectifs, mais il a été élu sur la base d'un programme qu'il a proposé aux Américains, et c'est sur ça qu'il s'est basé avec les imperfections, les échecs, etc. qu'on connaît, mais il en est resté là. Au Gabon, on est dans un pays où on a 1 800 000 habitants officiellement, dont la moitié de la population habite à Libreville. Rien qu'à Libreville. La moitié de la population gabonaise habite à Libreville et ses environs. On est dans un régime où on a une élection à un tour, avec un président qui a un mandat de 7 ans, renouvelable à l'infini. Et au bout de 7 ans, il nous explique que non, il n'a toujours pas pu mettre en place, déployer un programme cohérent. On doit lui donner 7 ans supplémentaires pour qu'enfin on puisse avancer. Bon, apparemment le slogan c'était changeons ensemble. Je vois pas comment est-ce qu'on peut changer avec quelqu'un qui a un bilan à défendre. Normalement, quand on défend un bilan, on ne parle plus de changement. On nous dit on est dans la continuité de quelque chose, dans le réajustement. On trouve tous les termes qu'on veut, mais on est tout sauf dans le changement. Comment on peut travailler ensemble? Les gens travaillent déjà ensemble, mais il faut amplifier. Il faut que les différents réseaux qui existent. Et hier, moi, j'étais assez émerveillée et vraiment touchée. On a des mamans du Congo, Brazzaville, qui ont été avec nous hier à la marche, qui sont venus au sitting au terminus à l'ambassade du Gabon, qui ont pris la parole en disant on est avec vous, on vous soutient. Elles n'ont pas fait que le dire, elles étaient présentes, elles ont présenté leur plan d'action, et si elles ont été là, c'est parce qu'elles collaborent déjà avec des mouvements de femmes gabonaises qu'il y a ici à Paris et aussi qui travaillent pour que ça change. Donc des synergies existent au niveau des entrepreneurs. Moi je suis entrepreneur, il m'est arrivé constamment de rencontrer des entrepreneurs congolais avec lesquels on travaille sur des sujets, des éditeurs congolais ici à Paris avec lesquels on échange sur des thématiques, sur des plateformes, sur des idées novatrices, etc. Les gens travaillent. On n'est peut-être pas visible parce qu'on n'a pas le pouvoir, parce que la réalité c'est celle-là. Le sabotage qui est fait au sommet de nos États, c'est justement pour nous faire passer pour des incapables, des gens qui n'ont pas la possibilité de parler plus haut qu'eux. Donc à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut sortir au Congo, au Gabon, au Tchad, tout ce qu'il veut, il est tout de suite ramené, soit il est exécuté. Au Gabon, on fait ça bien. Hein. Au Gabon, on empoisonne les gens. Au Gabon, même quand on a saisi un opposant, quelqu'un qui lève un peu la voix, il l'a amené en prison, il est violé. Comme ça, on l'a complètement humilié et dépossédé c'est la même chose chez nous. De toute voix, etc., etc. Donc, on ramène toujours les gens à une situation primaire et primitive que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et le travail ensemble, c'est moi. C'est vous. Si on est sur Ziana TV, c'est parce que justement il y a un travail de collaboration. Je ne vous ai pas rencontré aujourd'hui, je vous ai rencontré avant. Si Monsieur Mutinga est là, parce qu'il y a aussi un travail de collaboration, etc., etc. On apprend à connaître des gens ici aujourd'hui, mais effectivement il ne faut pas qu'on se retrouve quand il y aura un deuil au Congo après, ou un deuil au Tchad, et puis on va venir blablater sur des choses et tout ça. C'est qu'il faut qu'au quotidien on se dise, moi je parle toujours de l'entrepreneuriat. Là je suis en plein là-dedans. Je me dis, moi je suis entrepreneur. Si je peux partager je suis dans une incapacité de faire quelque chose et que je sais qu'au niveau de la sous-région, pour rayonner, il faut que je m'associe à un entrepreneur congolais, il ne faut pas que j'hésite, parce que la réalité c'est qu'on est quand même des petits États, il faut se le dire. Objectivement, 1 800 000 habitants, c'est pas un gros marché, et ça c'est une réalité, et ça c'est les choses que les gens n'arrivent pas à se dire, c'est pas un gros marché. Rien que la population de Yopougon, qui est un quartier dans le district d'Abidjan, ils font 2 millions d'habitants, mais vous vous doutez bien que 2 millions d'habitants, c'est toute la population du Gabon qui habite dans un quartier quand même. Donc si on veut toucher large, on ne peut pas se limiter par exemple en tant qu'entrepreneur à la sphère gabono-gabonaise. Il faut aller au Congo, et moi j'hésite pas.
Je suis peut-être les gens me disent, mais on te voit partout dans tous les salons. Non, moi, j'hésite pas à aller au salon du livre d'Abidjan. Je n'hésite pas à aller au Congo sur le terrain, comprendre comment fonctionne le monde du livre au Congo. Parce que j'ai beau parler de livres à Paris, c'est bien, mais les gens à qui j'ai envie de parler d'abord du livre africain pour s'approprier de cette manne intellectuelle qu'on a, c'est d'abord aussi les Africains. Le réveil des consciences dont on parle, il passe aussi par la lecture. Monsieur Mutinga nous a démontré qu'en venant, il était en train de lire. Et c'est cette lecture-là parfois qui manque malheureusement dans nos pays. Et puis, quand on connaît des grands révolutionnaires gabonais, il n'y a que les Gabonais qui les connaissent encore là même, encore là, qui les connaît. Et on dira à quelqu'un, à un jeune Gabonais, est-ce que tu connais M. Dissouba? Il ne sait même pas qui c'est. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas d'interconnexion, il n'y a pas de passerelle. Et puis on est cloisonné dans son petit territoire et on pense qu'on est plus grand que tout le monde, on est plus bon que tout le monde. Alors qu'à côté, juste à côté, il y a parfois la solution au problème qu'il y a au Gabon, au Tchad et puis ailleurs. Voilà. Alors, sur ces questions de convergence de lutte, Belarda Mutinga, on se rend bien compte que finalement, il faut travailler ensemble. Et très souvent, pour les gens qui montent comme ça des projets de synergie, il se pose toujours des questions de moyens. Et quand les moyens se posent, il y en a ceux qui ont les moyens qui arrivent à corrompre en fait le travail et retour à la case de départ. Malheureusement, dans la vie, il y aura toujours l'ivraie et le blé. Ça, c'est une réalité humaine dans tous les domaines. Mais pour autant, on n'a pas à se décourager. Et la réponse, justement, qui a été dite par les uns et les autres, c'est l'internationalisme. Il faut l'internationalisme. Puisqu'on a des nations, on est obligé de parler d'internationalisme. Et j'en prends, par exemple, l'histoire de la gauche. Et quand vous lisez depuis le 19e siècle, comment la CGT est née, comment les droits des femmes ont été défendus, comment les grandes figures des femmes ont été constituées, pourquoi jusqu'aujourd'hui on parle du féminisme, vous vous rendez compte que ça peut bien nous servir. Je reviens encore une fois sur ce que l'histoire peut nous apporter à nous aujourd'hui. L'histoire est là, existe comme discipline, comme science, pour effectivement aller puiser. Nous avons en Afrique des traditions. On dit toujours, mon grand-père disait que ma grand-mère faisait comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une dimension de l'histoire qui, au plan individuel, nous enseigne. Et l'histoire de la gauche, par exemple, pourquoi je parle de la gauche? Parce que la gauche a en principe une histoire de délivrance des peuples, une histoire de libération des peuples. Même si elle n'a pas tout bien fait, notamment le communisme, il y a quand même que la gauche a réussi à prendre le pouvoir contre les intérêts colossaux des libéraux et des ultra-libéraux qui n'ont qu'un seul rêve, le capitalisme, dont parle Césaire. Césaire a un brûlot, n'est-ce pas, d'une soixantaine de pages qui s'appelle « Discours sur le colonialisme ». Et ce texte est vraiment d'une actualité brûlante encore aujourd'hui en ce qui nous concerne. C'est pour ça que je dis que l'histoire peut effectivement nous enseigner. Quand je parlais d'Obenga tout à l'heure, c'était pas tant pour louer ces actes qui sont blâmables, puisque comme vous en parlez, vous le connaissez au quotidien mieux que moi, mais je parle des idées. Les idées qu'il aimait, qui ne sont pas forcément de lui, qui sont celles en réalité de Cheikh Anta Diop. Parce que c'est ça en fait l'affaire. C'est des idées qui peuvent véritablement nous aider. Donc l'internationalisme pour moi peut être l'une des solutions. Madame Origo parlait des synergies, la collectivisation des moyens, la collectivisation des possibilités, des capacités. Nous avons tous quelque chose à apporter aux autres. N'est-ce pas? Les uns et les autres vont nous nourrir de l'expérience des uns et des autres, du savoir des uns et des autres. Donc c'est l'internationalisme. Maintenant au plan politique, nous pouvons, mais d'ailleurs beaucoup de nos élites politiques se sont inspirées justement des idées de gauche. Les révolutions africaines qui ont eu le Lumumba, c'est quoi? C'est les idées de gauche. D'ailleurs, donc, il a été même pour lesquelles il est mort, malheureusement. Mais cette réflexion que nous avons ce soir a déjà commencé avec ce qu'on appelle les pères de l'Afrique. Lumumba, Cabral, Oumniobé, etc. ont commencé cette réflexion-là. Au Ghana, j'oublie le nom Nkrumah. C'est des gens qui ont déjà fait cette réflexion, n'est-ce pas, jusqu'à Alger. Et c'est cette réflexion-là que ceux qui nous tiennent dans l'esclavage ne veulent pas que nous ayons. Pourquoi l'OU a échoué? Pourquoi l'Union africaine est un machin qui ne fonctionne pas? Parce qu'ils sont bien conscients que le jour où les Africains vont se mettre ensemble, on parlait jusqu'à Sankara, qui a réussi les choses dans son pays, que personne ne réussissait. D'où la profusion de coups d'État qu'il y avait à l'époque, ce qu'on appelle la Haute-Volta, qui est devenu après le Burkina Faso. Et il est allé à l'OUA, il a essayé de dire à ses pères africains que voilà comment nous pouvons nous sortir de telles difficultés que l'Afrique connaît. Nous pouvons battre monnaie de telle façon. Nous pouvons avoir... Parce que les instruments de souveraineté qui nous manquent en Afrique, c'est quoi? Ce sont ces choses-là que les autres ont ici. La capacité de frapper monnaie, de battre monnaie, de maîtriser nos communications, n'est-ce pas, de maîtriser nos matières premières. Cette réflexion a déjà commencé. Il y a des ouvrages qui existent. Il y a des réflexions qui sont disponibles. On ne réinvente pas la roue. On ne va pas réinventer la roue. Il y a des réflexions qui existent. Est-ce que nous ne pouvons pas nous en emparer pour dire que bon, les pères ont amené la réflexion jusqu'à tel niveau? Est-ce que nous maintenant, nous ne pouvons pas la poursuivre? Notamment, moi je pense, et vraiment je suis têtu sur cette question, le militarisme africain. Tant que nous n'aurons pas les moyens de nous défendre
Je vous assure que nous pouvons faire toutes les réflexions que nous faisons. Mais si quelqu'un peut ouvrir la porte de chez vous sans frapper, venir s'emparer de vos biens et repartir en vous ayant pillé, tant que vous n'avez pas trouvé la solution de comment protéger votre famille et vos biens, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez à rien. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse une réflexion. Et c'est ça justement la convergence africaine. Et je termine en disant que cette convergence africaine et cette internationalisme, l'Afrique est un grand continent. Nous pouvons procéder par intégration sous-régionale. C'est pour ça que quand nous discutons du Congo et du Gabon aujourd'hui, c'est une des sous-régions de l'Afrique. Ils ont réalisé ça en Afrique du Sud un peu. Ils y sont. Parce qu'on voit les États de l'Afrique australe, ils sont beaucoup plus avancés à tout point de vue que nous. Allez au Mozambique aujourd'hui, qui pourtant n'a été indépendant qu'en 75 par rapport au Congo, particulièrement au Congo. Là. Ils sont beaucoup plus avancés à tout point de vue que nous. Namibie en 80. Ce sont même les anciens colons qui disaient, mais dans 15 ans, ils n'auront plus besoin de nous. Les Portugais disent ça de leur ancienne colonie. Mais j'aimerais que les Français disent ça demain du Congo et du Gabon. Que dans 20 ans, ils n'auront plus besoin de nous. Parce que nous avons, il faut le dire, nous avons déjà une élite formée. Les Congolais sont formés. Du moins, ceux qui sont en Occident, beaucoup sont formés. Les Gabonais sont bien formés. Nous avons au moins une élite. Et je dis ça aussi parce que, effectivement, l'image, au moins du Gabon, que je maîtrise mieux, qu'on donne dans les médias français, c'est qu'on est obligé d'appeler des spécialistes non gabonais pour s'exprimer sur le Gabon et dire des âneries. Des âneries. Sur le Gabon. Mais c'est quelque chose de réfléchi. Hein. C'est pas qu'ils ne savent pas que Mme Origo existe. Hein. C'est pas qu'ils ne savent pas que M. Moutinga est là. Mais ils vont inviter et ils vont prendre un parfait tocard, excusez-moi, qui va s'exprimer parce qu'il a la peau blanche sur les questions qu'il ne maîtrise pas et dit des choses et d'autres. D'ailleurs, par rapport à l'élection gabonaise, là, j'ai entendu des choses. Même la peau noire, hein, parce que Marie-Roger Biloa raconte des âneries depuis des années avec libre service et payé par Sassou Nguesso. Bon, mais pour une fois sur l'élection du donc Gabon... la couleur de la peau ne change rien. Non, mais en nous parlant avons de des intellectuels dévoyés. C'est possible. Monsieur Marie-Roger Biloa, notamment, donc, puisque vous citez son nom, je vais continuer sur ça. Marie-Roger Biloa, l'analyse qu'elle a eu à faire sur le Gabon était d'une clarté et d'une précision et d'une vérité qui m'a ébloui. Qui m'a ébloui. Elle était d'une objectivité. C'est dommage. Non, elle était incapable de parler. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais en début de propos qu'il y a malheureusement l'ivraie et le blé. Mais il faut qu'on arrive justement à cet absolutisme de la pensée en Afrique. C'est-à-dire l'idée que même quand on donnerait à l'autre, parce que on faut ça se joue là-dessus, notamment dans le cas du Gabon. Vous pouvez avoir la pensée que vous avez. On vient d'avoir 2 opposants qui ont fait ça là, récemment, là, il y a quelques jours. C'est-à-dire que quand on vous apporte une mallette de billets de banque, n'est-ce pas, vous êtes capable de vous renier vous-même contre vos idées. Ça, on ne sait pas encore comment résister comme ça au Gabon. Parce que là, le niveau de la misère. C'est l'Afrique centrale. Parce que le niveau de la misère est tel que. Parce que l'un d'entre eux, c'est qui? Je ne vais pas le citer. Qui a fait ça? C'est quelqu'un qui avait. Il est jeune, il avait des brillantes idées. Mais comme il doit beaucoup d'argent à sa belle famille, pour ne pas le citer. Bruno Belmouma. Il a été corrompu. Bruno. Ben oui, bien sûr. Que nous avons, j'ai marché pour ce monsieur. C'est terrible. J'ai marché pour ce monsieur ici. Bon, malheureusement, c'est pas. Mbabé, on a fait pareil. N'est-ce pas? J'ai marché lui qui a fait rêver les gens ici. Pour qui les gens sont morts. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que les Gabonais marchent, ils luttent et ils veulent trouver des solutions pour leur pays. Mais vous avez des gens à qui on a fait confiance, qui ont su galvaniser des foules, qui ont des techniques de discours tels que quand on les entend, on se dit, mais tiens, il peut être le messie du pays. Et quand on y va, c'est lui qui est le démon. Le démon. Voilà. Le démon chef. Ah, vous voulez Oui, allez-y. ce que je voulais dire, même si ça a déjà été un peu abordé, Charles de Gaulle, que je cite ici à dessein, dit « L'épée est l'axe du monde et la grandeur ne se divise pas ». Il existe des hommes incorruptibles. Et nous sommes aujourd'hui, nous, des orphelins. Les pères de l'indépendance sont quasiment tous morts, pour ceux qui étaient beaucoup plus droits, dans des conditions atroces. C'était à dessein. Nous sommes des orphelins livrés à des oncles, mais des oncles malfamés. Donc, je me vis comme orphelin. Sassou Nguesso, c'est comme un oncle chez qui on aurait déposé le peuple congolais, mais comme il sait que ton père est mort, eh ben, il a accaparé la maison et il fait n'importe quoi. Et là, se retrouve dans nos coutumes et dans notre vie sociale. Dans la vie sociale des Bantous, il arrive, un enfant orphelin, il est placé chez une belle-mère ou chez un beau-père, et ce beau-père accapare le bien qu'avait laissé le père et le maltraite. Et quand on a conscience du fait qu'on est orphelin, ben, on peut se vivre comme un Gavroche. Et là arrive l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 qui dit qu'on a le droit de riposter à la violence face à un tyran. Il n'y a rien à faire face au tyran. La violence est légitime, elle est obligatoire. J'invite vraiment mes frères gabonais que je connais bien, je ne citerai pas de nom, des gens avec qui j'ai fait l'école, à ne pas, comme dit Césaire, rester dans l'attitude stérile du spectateur, c'est-à-dire les mains croisées à regarder les autres faire. Non, un homme qui souffre n'est pas un spectacle. N'est pas un ours qui danse et lui dit. Donc, il faut s'engager, mais s'engager pas à dessein de mériter un poste là, mais s'engager de toute son âme, de tout son corps,
Parce que c'est ça qui transforme l'homme. C'est la seule manière de vivre libre et debout. Cet argent, il va le prendre, il va finir. Cet argent va le conduire à une chute. Il achètera un gros 4x4 qui peut-être fera un accident. L'argent en soi n'est rien. La vie de l'homme est tout. C'est parce que ces sociétés n'ont pas encore compris la valeur de la vie humaine. Nos sociétés se préoccupent du matanga, donc comment on appelle ça déjà en français, la veillée, le deuil. Mais la vie de la personne, on ne cherche pas à la sauver. Et c'est une double révolution. Donc j'ai parlé de l'indépendance, de la nouvelle indépendance. Mais il y a cette révolution culturelle. Au Congo, moi j'appelle ça la yayacratie. Il faut briser la yayacratie, c'est-à-dire le complexe du grand frère. Le grand frère dit des conneries, on lui fout un pain, on le dégage. Le grand frère vole votre maison, celle de votre père, vous prenez vos muscles, vos pierres, comme les Gazaouis, vous balancez, jusqu'à ce que cette attitude de spectateur est inadmissible. Cette attitude de respect parce qu'ils sont plus grands, parce que est inacceptable. Et comme nous sommes des orphelins, l'orphelin n'a de compte à rendre à personne. Il appartient à toute la société. Et c'est parce que nous sommes orphelins que nous devons lutter pour libérer nos pays. Voilà, avant que je vous donne la parole pour terminer, Nadio Rigo, vous avez évoqué tout à l'heure les mamans congolaises. Il y a peut-être un élément qui manque dans ce combat, dans cette convergence, c'est la place de la femme. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, tel qu'on voit, on a vu des manifestations lors des campagnes, ce qui s'est passé, vous avez vu le voir ces femmes se lever, être présentes, être devant. On le voit aussi aujourd'hui, vous voulez évoquer toutes ces femmes qui arrivent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si les autres arrivent à réussir, peut-être parce que les femmes se lèvent aux côtés des hommes, qui ont un petit du mal en Afrique centrale, est-ce que ça ne peut pas aussi être un facteur aujourd'hui déterminant dans le lutte aujourd'hui de voir ces femmes congolaises, gabonaises, quinoises, centrafricaines se lever? On a vu en Centrafrique pour la première fois une femme diriger un gouvernement, quel que soit ce que ça a donné, mais au moins symboliquement, je pense que ça a apporté quelque chose à la sous-région. Je pense qu'en fait, c'est un faux procès. Je dis bien, c'est un faux procès qui est fait aux femmes comme étant ces êtres-là qui sont toujours restés en retrait et qui ont regardé la chose se jouer devant elles sans jamais réagir. Non. Si aujourd'hui en France, les femmes ont le droit de voter, c'est parce que les femmes se sont levées. C'est peut-être l'histoire de la France, vous me direz. Simone Veil n'est pas encore décédée, même si les gens du FN lui souhaitent la mort. Mais je pense que c'est l'une des femmes qui s'est levée dans ce pays. Non pas que je sois adepte du féminisme sauvage et complètement aveugle. Il a revendiqué, que le féminisme va peut-être apporter quelque chose. Voilà, mais cette femme-là, elle s'est quand même battue dans l'idée de donner aux femmes le droit de disposer de leur corps, de leur liberté, même ne fût-ce que de voter, de choisir en quoi est-ce qu'une femme serait un sous-homme, un quart d'homme, un dixième d'un homme. Non, c'est un être humain qui a été créé par Dieu à part entière, avec des attributs, avec un rôle à jouer dans la société, etc. Et ce rôle-là, malheureusement, pour revenir à la situation de l'Afrique centrale, c'est un rôle, la femme a été tellement chosifiée chez nous. Quand on voit nos mamans dans les rues, c'est pour danser à la gloire d'un dictateur. Et ça, c'est terrible. Au Gabon, on a créé un terme tout fait qui s'appelle le Kounabélisme. Kounabéli, c'est un groupe d'animation à l'époque, dans les 9 provinces, chaque province avait son groupe d'animation. Et puis à l'époque du Parti unique, ce qu'on appelait, il y avait une émission qui s'appelait La Minute du Parti. On faisait passer à tour de rôle province par province, et puis chacun montrait ses talents de danseuse. Malheureusement, nos mamans ont été réduites à ça. Et c'est dommage, pas toutes. Parce que moi, aussi loin que je me souviens dans mon enfance, moi, ma mère, à moi, c'est vrai, à l'époque du Parti unique, tout le monde était obligé d'aller défiler le 12 mars. On n'avait pas le choix. C'était une obligation. C'est-à-dire que les élèves étaient réquisitionnés, les fonctionnaires étaient réquisitionnés, etc., etc. Et tout le monde allait au défilé. Mais aussi loin que je me souvienne, je ne pense pas avoir reçu un héritage de me lever, de commencer à nouer un pagne autour des reins et d'aller danser. Vraiment, je bénis Dieu pour ça et je dis merci à ma mère de nous avoir épargné ce qui aujourd'hui me paraît vraiment d'être d'un avilissement incroyable. Donc justement, le rôle de la femme est souvent rabaissé, annihilé, complètement inexistant parce que, encore une fois, dans nos sociétés, que ce soit au Congo, moi je voyais à la gauche de Mobutu, mon Dieu, il y avait une cour entière de mamans qui dansaient pour lui, qui se mettaient à genoux et dans le lot, ils choisissaient, comme quand on choisit des animaux, à la somme, moi je veux telle bête, c'est celle-là qu'on va égorger ce soir, je veux celle-ci. Au Gabon, c'était pas différent. Au Gabon, on a même des anecdotes où les jeunes filles qui venaient, quand le président arrivait et qui remettait les bouquets au président, quand il descendait d'avion, c'est sur celle-là qu'on pointait le doigt en disant celle-là, le soir, elle finit avec X ou Y. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça allait? Et donc, les gens ont grandi dans cette dimension-là. Mais cette dimension, elle n'est pas éternelle.
les choses changent, les choses bougent. Et les femmes dans la sous-région sont debout. Elles sont peut-être moins entendues, moins représentées, moins tout ce que vous voulez, mais elles bougent. Le rôle de la femme, au-delà du rôle de la mère dans la société, on sait quand même que chez nous, ce sont les mamans qui font vivre les familles. Et ce rôle-là, on ne le reconnaît pas assez parce qu'elles ne seraient peut-être pas à l'Assemblée nationale, elles ne seraient peut-être pas ministres, on ne serait peut-être pas dans la parité, dans la dimension intellectuelle, la chose que les femmes ne joueraient pas leur rôle. Non, on sait que beaucoup de nos sociétés fonctionnent parce que les mamans tiennent la marmite et tiennent la popote, et ce sont elles quasiment au Gabon. On est dans un, je parle toujours du Gabon, on est dans un dépérissement moral tel que nos papas ne jouent plus leur rôle, et il y a beaucoup de mamans qui sont seules à élever leurs enfants. Les quelques rares hommes qu'il y a encore dans ce pays-là ne jouent pas leur rôle, et donc on a des familles entières comme ça où la maman a à sa charge 10, 15, 20 personnes à nourrir parce qu'elles vont au marché, et c'est ce même marché qu'on va casser, c'est ce même marché où la famille présidentielle gabonaise s'accapare des terres pour continuer à spolier nos mamans qui vendent même au marché. C'est-à-dire que même le petit bout d'espace, elle se dit je suis au Gabon, c'est un bout d'espace sur lequel je pourrais vendre pour 5 000 francs la journée et nourrir mes enfants. Même là encore, ils viennent piocher. C'est pour vous dire jusqu'où ils veulent emmener les gens dans la misère. Donc je pense que les femmes sont debout, elles sont debout dans tous les domaines. Elles sont debout en politique, elles sont debout dans l'entrepreneuriat, elles sont debout dans le social, elles parlent, peut-être moins entendues, mais avec ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas faire sans. On va continuer à le faire. Et je pense que l'une des premières choses qu'on pourra abolir au Gabon, c'est les groupes d'animation. Sincèrement, ça c'est une chose, je pense, et là où je suis assez surprise, c'est des gens qui dansent. Ils dansent à longueur de journée. Ils dansent pour un oui, ils dansent pour un non. Et quand elles ont fini, c'est tellement... On vous dirait que c'est de la culture, d'ailleurs, Rigo. Non, c'est pas la culture. Ne réduisons pas quand même notre culture à la dimension le chef d'État, les seins nus, danser, les seins nus, limite se ploter contre lui. C'est ça notre culture. Non, je pense que quand même les Bantous, on a plus de valeurs que ça. On a des valeurs, on a des vraies valeurs. Malheureusement, notre culture, justement, à cause des gens qui nous dirigent, a été ramenée à cette chose insignifiante. Un folklore, c'est du folklore, c'est pas du tout de la culture. Et pour insister sur le rôle de la femme, je pense que la femme a son rôle à jouer. Il faut qu'on arrête. Et nos sœurs, nos grandes sœurs, celles qui nous ont précédées justement dans ces sphères-là, ne nous facilitent pas la tâche aujourd'hui. Je le dis clairement parce que la réalité aujourd'hui, c'est que quand on est une femme entrepreneur, par exemple, j'insiste sur l'entrepreneuriat parce qu'on est souvent confronté parfois à des appels d'offres de marché public. Donc on va rencontrer ces gens qui nous dirigent. Oh, bah chez nous, il ne voit pas d'abord l'intellectuel, il ne voit pas d'abord la femme entrepreneur, il voit d'abord la femme. Et avec la partie vraiment consommable de la femme, telle qu'il la représente. Et ça, c'est très très dangereux. Mais pourquoi? Ils se disent, mais elle, c'est qui? Pourquoi elle ne ferait pas comme les autres? Les autres avant, elles ont fait ça. Et ils nous le disent clairement. Donc elles ne nous ont pas facilité la tâche. Mais nous, dans cette génération, on ne leur facilite pas la tâche non plus. Et moi, je veux dire à mes soeurs, arrêtez de danser. On n'est plus au moment où on danse. Même quand on n'aurait pas fait d'études, même quand on n'aurait pas dépassé le stade du collège ou du lycée, il faut qu'on arrête de danser. Il faut qu'on mène une réflexion, et une vraie réflexion. Je crois que la maman qui vend au marché a quand même une intelligence, a son intelligence à elle, qui n'est peut-être pas une intelligence de papier pour parler à tout le monde, mais qui a son intelligence à elle. Et cette capacité-là, Dieu l'a donnée à tout le monde. On peut réfléchir, on peut aller plus loin. Et moi, j'ai vraiment, hier à la marche d'hier, j'ai vu beaucoup de jeunes étudiantes gabonaises à cette marche-là, vraiment déterminées. D'où qu'elles venaient, elles étaient vraiment déterminées en disant, nous aussi on est là, nous aussi on est participants. Certaines ont pris la parole, certaines ont... Les gens travaillent. Et je pense que la femme a son rôle à jouer et aujourd'hui un peu plus qu'hier. Voilà. Dima Fima, on arrive à la fin de ce plateau. Je voulais juste, on va revenir avec vous sur l'actualité du Congo-Brazzaville. On a bien écouté ce qui se passe au Gabon. Nous sommes tous quasiment rivés vers le Gabon, les yeux braqués pour voir ce qui se passe à Libreville. Et à Brazzaville, quelles sont les nouvelles en ce moment? Quelle est la situation? Le bras de fer continue. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dès la semaine prochaine, ils vont lancer une enquête, enfin même pas une enquête, un dossier qui a été déposé pour tenter de mettre la main sur Boao, sur Madame Monari, sur Okombi, soi-disant, ils étaient troubles à l'ordre public, la fameuse simulation du 4 avril. Donc nous sommes déjà au courant, hein, et comme a dit Andrea tout à l'heure, nous sommes au courant. Et comme j'ai toujours dit, les gars, là, les Moussassoun Guessi et son clan se sont trompés en fait de génération. Nous allons rendre coup pour coup. Nous sommes dans le bras de fer et nous continuons à regarder la manière avec laquelle la France est en train de jouer au jeu. En fait, ils jouent au jeu.
nous pousser d'un côté d'un dialogue à dormir debout qui ne viendra jamais. On va voir les choses comme se déroulent. De toutes les manières, on se prépare à toutes les éventualités qui vont se présenter. Le niveau du général Mokoko? Le général Mokoko, il a le moral. La dernière fois, il y a 2 jours, 3 jours, il était encore en audience, toujours sur le même dossier. Il a le moral, il tient bon. Il demande à tous ceux qui ont cru, ont voté pour lui, comme les autres Congolais qui ont voté pour la majorité républicaine, de tenir le coup et que jamais, jamais, jamais on trahira la vérité des urnes, sortez des urnes. Un mot peut-être aux hommes et aux femmes qui luttent aujourd'hui aux côtés des Gabonais. Pour dire, pour ce mot, pour le dernier mot, je dirais ceci. Je vais reprendre ce qu'avait dit Faust Fanon. Il avait dit l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette, c'est le bassin du Congo. Nous avons eu 3 séquences, je viens de lire tout à l'heure. L'indépendance, où on a été grugé, pour dire des choses de manière plus sommaire. La fameuse bolle, discours de la bolle, grugé. Et nous sommes aujourd'hui à l'époque d'une rupture, parce que nous pensons aujourd'hui que trop c'est trop, ça suffit. Nous avons eu cette chance-là, le Paul de nous a donné cette richesse énorme au niveau de l'Afrique centrale, et nous sommes assez intelligents aujourd'hui pour gérer nos pays, en partant du principe que celui qui est là, c'est celui que les Congolais ou les Gabonais veulent, ou les RDC veulent. Donc nous sommes dans cette séquence-là. Et comme on veut encore nous gruger, alors que la tendance démocratique, les peuples ont tranché, ce que je dis à nos amis du Gabon, et madame a dit tout à l'heure, les synergies sont en train de se ficeler déjà. Mais nous allons aller plus vite et de manière concrète. Je dirais 3 mots. Il y a 3 leviers au niveau de la diaspora. Nous avons le levier diplomatique. Donc nous avons créé les conditions à ce qu'on aille faire le plaidoyer diplomatique ensemble. Nous avons le levier des actions sur le terrain et au niveau des médias. Et je me réjouis. Et moi, je rêve d'avoir un plateau demain, Alain Mabankou, avec mon frère, avec madame. C'est des écrivains, c'est des hommes de lettres, c'est des intellectuels, sur un plateau, au cours d'une conférence de presse. Ça prend une autre dimension. Et nous avons un 3e levier, que j'appellerai, et je mâche pas les mots, le levier subversif. Mon frère l'a dit en d'autres termes ici. Il n'est plus parlait question. du militarisme. Oui, mais c'est ça le levier subversif. Il n'est plus question. Nous savons aujourd'hui que Bolloré est à Pointe-Noire. Bolloré est à Port-Gentil. Tout le golfe de Guinée. Et à chaque fois qu'il y a une alternance démocratique, ce monsieur se permet de jouer avec ses réseaux ici à l'Élysée pour dire non, pour l'instant, laissez M. Sassou Nguesso, laissez M. aller pour un certain nombre de raisons. Ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons arriver à un moment à dire, comme à Pointe-Noire, Bolloré est en train d'emmerder les Congolais, messieurs, attaquez-vous aux intérêts de Bolloré à Pointe-Noire. Nous allons arriver à ça. Si, à travers ces propos, je suis demain convoqué devant la justice française, je suis prêt à l'assumer. J'irai devant la justice française pour dire, c'est moi qui ai demandé à ce qu'on attaque les intérêts de Bolloré à Pointe-Noire. Parce que trop, c'est trop. Et ce volet subversif, nous sommes sur un plateau de télé, nous n'avons pas envie que vous soyez convoqués demain par les renseignements généraux, mais nous allons le travailler de manière affinée, méthodique. Voilà ce que je voulais dire en dernier. Au moins, Bellarmé Moutignan, vous comprenez que vous avez eu quelqu'un avec vous qui ne parle pas le même vocable. Vous parlez de militarisme, lui parle de subversion. Enfin, on est là dans cette fameuse convergence dont on a évoqué tout à l'heure. Votre dernier mot. En effet, la subversion, c'est l'OTAN 1. La subversion, c'est l'OTAN 1 de l'action militaire. C'est-à-dire que la subversion, c'est juste pour une situation donnée, lorsqu'on la règle, on passe à autre chose. Oui. Mais le militarisme, c'est la capacité pour l'Afrique qu'une fois qu'on a même réglé le problème, nous sommes armés et nous savons que, avant qu'ils ne reviennent nous attaquer, ils vont réfléchir à la forme de frappe qui est la nôtre. Donc nous constituons. Mais vous savez que quand De Gaulle regardez ce qu'il a fait De Gaulle. Les Américains l'ont aidé à vaincre Hitler. Une fois que ça a été fait, il a demandé aux Américains de dégager. Et il y a une chanson célèbre qui a été ici, où je crois que c'est Sardou qui disait si les Américains n'étaient pas là, ici on parlerait allemand. Qu'est-ce qu'ils ont fait les résistants? Il y a eu une résistance lorsque la France a été l'amener. Lui-même De Gaulle a été un résistant. Et d'ailleurs l'Afrique l'a aidé. En l'occurrence, vous savez, a été la capitale de la France libre. Mais
les résistants ici en France ont eu des actions de sabotage des intérêts hitlériens dans ce pays. C'est pourquoi je répète encore que l'histoire nous enseigne et nous apprend beaucoup de choses. Nous pouvons nous en inspirer pour savoir comment délivrer l'Afrique de cette guerre perlée, qui ne dit pas son nom, contre nos vies et nos intérêts. Parce que ces gens sont soutenus par qui? Ali a été mis au pouvoir par Sarkozy. On n'a même pas fait nos décomptes de nos suffrages qu'on l'avait proclamé vainqueur. D'accord? Donc ce sont ces gens-là qui placent ces gens-là. Et c'est contre ces gens-là que nous devons effectivement nous battre à tous les niveaux. Il faut que nous écrivions, que nous chantions, que nous fassions de la peinture, que nous ayons des associations, que l'entrepreneuriat se mette en place. Bref, que tous les leviers de la société se lèvent pour avoir le même et en même temps le même combat. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que tant que l'Afrique n'aura pas les moyens de savoir se protéger, en comptant sur les diplomaties, c'est un temps de la solution. La diplomatie, la communauté internationale, etc. Mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tant que nous-mêmes, nous ne nous levons pas pour nos pays, en nouant des liens, comme ça s'est passé en Europe. La gauche internationaliste a été en Europe un lien, le lien que nous évoquons ce soir. La gauche française qui était avec la gauche allemande, qui était avec la gauche italienne, et ils sont arrivés à des solutions qui n'ont pas été forcément parfaites, mais qui ont aidé à libérer leurs États. Il y a de l'espoir pour l'Afrique. C'est pour ça que je dis que les intellectuels doivent continuer d'écrire, n'est-ce pas? Les intellectuels doivent continuer de parler, de s'exprimer. Il faut que nous sortions maintenant du bois. Il faut que dans ce pays, dans nos États, qu'on sache qu'un tel existe, et voici son discours. Et parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent, qui nous prennent pour modèle, parce que nous écrivons, parce que nous chantons, parce que nous entreprenons, parce que nous avons une chaîne de télévision. Il y a des gens qui nous suivent. C'est étonnant parfois de voir les retours qui viennent à la suite d'une émission comme celle-ci. Les gens voient et ils suivent le discours. C'est pourquoi ils sont très déçus et blessés lorsque la personne qu'ils suivaient, finalement, lorsqu'il arrive à être confronté à la réalité qu'il décrivait, ne tient plus. Tout à fait. C'est ça la fin. Donc il y a un espoir pour l'Afrique. Et le mot de la fin que j'aimerais avoir, ceux qui combattent, n'est-ce pas? Nous suivons tous en tant qu'Africains ce qui se passe au Congo avec le général Mokoko. Si c'est lui qui a été effectivement, comme nous savons tous, l'élu du peuple congolais, il doit gouverner le Congo. Si c'est Jean Ping, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui a été effectivement reçu, et j'enlève aussi parce que c'est lui qui a été reçu, il faut qu'il gouverne le Gabon. Et partout en Afrique, ça doit se passer comme ça. C'était le rêve des pères internationalistes africains, les Lumumba dont je viens de parler, les Cabral, les Oumniobe, etc. Donc nous devons arriver à cette convergence, n'est-ce pas, des solutions, et continuer de rêver et de trouver en nous-mêmes les solutions et nous battre. Si nous, comme disait Mandela, nous ne voyons pas le fruit de notre combat, même nos enfants, nos petits-enfants vont vivre sur une terre libre et ouverte, qui est capable de se concevoir par elle-même. Et un des avantages, un des intérêts de la diaspora, c'est que les enfants qui naissent ici n'ont pas la réflexion de nous qui sommes venus hier d'Afrique. Ils sont parfois d'une fureur telle qu'ils nous jugent même. En disant, mais pourquoi vous attendez quoi en fait? Parce qu'ils sont illuminés par la vie d'ici, le discours d'ici, et ils ont envie de faire ce que nous n'avons pas fait. Et c'est souvent un espoir qui est très surprenant de voir. Parfois, ils n'ont que 10 ans, ils n'ont que 20 ans, ils sont étudiants, mais ils ont mis à la rage, ils ont envie de justice dans les pays d'où viennent leurs parents. Envie de justice. Exactement. Alors, souvent, quand je vous reçois ici, Andrea Gombe, vous avez toujours une liste. J'appelle ça la liste d'Andrea. Il y avait la liste de Schindler, mais vous avez une liste des prisonniers du Congo-Brazzaville, politique. Alors, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Je ne vous cache pas que je Elle a rêve. été mise à jour. Hein, Oui, je rêve de venir un jour avec une liste vierge pour vous la monter comme ça. Ce sera vraiment. Mais bon, pour un très l'instant, bon c'est pas jour, le mais cas. pour l'instant, elle est pleine. Oui. Donc il y a le grand frère Paulin Makaya depuis novembre 2015, Jean Gwabi qui a perdu la vue suite à la torture, Marcel Pika, Anatole Libongo Koka, Okomi Salissa qui est dans la clandestinité, dont son propre pays, Raymond Ebonga, Serge Blanchard-Oba qui est interdit de sortir du territoire, qui est malade, qui a besoin de soins, qui ne trouve pas les soins sur le terrain, mais qui ne peut pas voyager, qui ne peut pas sortir. Martin Madebana, Modeste Boukadia, dont je ne partage pas les idées, mais que j'estime toujours, parce qu'il a exprimé ses idées, il a été mis en prison. Ce n'est pas juste, et il faut qu'il soit libéré. Le général Jean-Marie Michel Moukoko, dont le seul crime, c'est d'avoir été candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi organiser une élection pour ne pas avoir de candidat, et quand on se présente, on se fait mettre en prison. Jacques Banongazala, qui est un membre du KDNJ de M. Okomi Salissa, Joseph Kitsadi, Narcisse Mouzouta, Antim Bayimina, Patrice Lingali, Jean-Claude Sita, Geoffroy Danga, Siam Voubi, Paul-Marie Mabiala, M. Ponzou, Samba Moutou, qui est un avocat. Depuis 2012, il croupit dans les prisons. Il est presque à l'article de la mort. Il est malade. On lui refuse les soins. Il n'y a aucune structure au Congo qui est capable de prendre en charge son problème actuellement. Et il est empêché à chaque fois. Tous les référents en liberté sont refusés. Pas de procès depuis 2012. Le colonel Marcel Tsoro, pour terminer.
Donc c'est un panorama des gens qui sont en prison. Et bien d'autres, hein, et bien d'autres, évidemment, bien sûr. des anonymes, des jeunes. Et quand on entend des gens venir se pavaner dans Paris, nous parler de vivre ensemble, on n'a pas les larmes aux yeux, mais on a la rage. Et on se dit, nous sommes bien civilisés, nous Congolais, de ne pas les déchiqueter comme il se doit. Et pour terminer, comme j'avais une exclusivité pour Genia TV, Bah, merci. le collectif Sassoufi sera reçu à Ottawa à la conférence One Young Leaders qui réunit les jeunes leaders du monde entier. D'habitude, le régime de Sassou avait la capacité d'envoyer des jeunes là-bas qui bloquaient les positions à cette grande conférence. Et suite à toute cette mobilisation, à toute cette montée en puissance, les organisateurs, donc l'ONU plus les grandes entreprises du monde, ont jugé que ce qui représentait le mieux la jeunesse congolaise, c'était l'insurrection, en invitant Sassoufi officiellement, tout frais payé. Nous serons à Ottawa en fin de mois pour justement porter le fer devant le monde entier, devant toutes ces multinationales et de dire ça ne se passera pas comme ça ne se passera pas sans nous et Sassou va dégager. Ali va tomber et Sassou va dégager. Et Kabila aussi va dégager. Kabila, Biya, Déby et tous ces gens qui nous empêchent de vivre. Nkurunziza. J'allais dire qu'on va terminer avec une très bonne nouvelle comme celle que vous l'annoncez. André Ngombe, encore merci mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Dima Fimba, Nadia Origo, Bélardin Montinga et André Ngombe. Merci pour avoir pris le temps aujourd'hui que nous parlions du Gabon, que nous aussi, de notre côté, en tant que diaspora, que nous nous saisissions de ces questions. C'est vrai qu'on a vu le traitement dans les médias français, c'est une très bonne chose, mais vous l'avez dit, souvent les gens qui vont s'y exprimer, ne font que pour eux-mêmes parfois, et ne disent pas toujours ce que ceux qui y viennent vivent concrètement. Merci à Noko Kumunga Koso pour cette journée. Merci à vous aussi, de plus en plus nombreux. C'est pas encore terminé, mais les plateaux sont terminés puisque on va désormais proposer quelque chose. Ce sera en direct de Libreville, de Tibanga et peut-être ailleurs pour savoir concrètement ce qui s'y fait. Portez-vous bien et messieurs, dames, encore merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.